Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Paul Boudreau, je suis un architecte semi-retraité et j'ai entrepris depuis le printemps dernier de donner des conférences sur des voyages que j'ai déjà faits. Alors aujourd'hui, je vous présente le voyage que j'ai fait en 2011 à Malte. Alors avant d'aborder la conférence, on va vous parler du plan de la conférence. Alors au début, je vais vous expliquer pourquoi j'ai intitulé la conférence Malte, île mystérieuse. Ensuite de ça, je vais vous expliquer comment vous y rendre. Je vais vous parler ensuite de la géographie. Je vais vous faire le sommaire historique de Malte. On va visiter ensemble La Valette, qui est la capitale du pays. Et je vais vous parler d'une caractéristique architecturale, les oriels à Malte. Je vais ensuite vous raconter les multiples péripéties du siège que les Turcs ont fait à l'île de Malte en 1565. Après ça, on va faire une pause. Autour de la pause, je vous parle du village de Marsaxlokk, le plus grand village de pêcheurs de l'île. Je vous entretiens aussi, on visite ensemble Médina, qui est surnommée la cité silencieuse. Je vous parle des traumatismes que les Maltais ont vécus durant la Seconde Guerre mondiale. Et pour finir sur une note un peu plus légère, je vous parle des 1001 embarcations qu'on retrouve à Malte et je vous parle aussi de la cuisine maltaise. Alors, je vais vous dire que quand j'étais en route pour Malte, dans l'avion, j'ai sorti une carte géographique et je me suis mis à regarder. Je voulais savoir à peu près où je m'en allais. Et j'ai vu que la capitale de Malte, ça s'appelle La Valette. C'est un nom français. Bon, ça se peut, c'est pas impossible. Et aussi, je me suis mis à regarder le nom des autres localités sur la carte. Et là, je suis tombé en bas de ma chaise. Regardez le nom des villes qu'on voit là, à Malte. Marsaxlokk, Xlendi, Zeebrugge, Gaskak, Birzebouga et Zeitoun. Vous avouerez que c'est un peu déroutant. Moi, j'ai trouvé ça un peu mystérieux. J'ai dit, ça sort d'où ces noms-là? Ça n'a aucune commune mesure avec des noms qu'on connaît déjà. Et j'ai appris, parce que, arrivé sur place, j'avais engagé les services d'une guide qui m'a fait visiter les principaux centres d'intérêt de Malte. Et elle me racontait que, quelque temps auparavant, elle était allée passer ses vacances en Tunisie. Et elle était dans le souk de Tunis, en train de négocier avec un marchand. Lui, il lui parlait son arabe tunisien, et elle lui parlait sa langue maltaise, et les deux se comprenaient parfaitement bien. C'est donc dire que le maltais, c'est une langue arabe. C'est la seule langue arabe de toute l'Union européenne, parce que Malte fait partie de l'Union européenne. Et c'est aussi la seule langue arabe qui s'écrit en un caractère latin, non pas en caractère arabe. Alors, c'est un peu pour ça qu'on trouve des drôles de sonorités dans les noms, c'est que c'est d'origine arabe. Il y a 95% de la population qui parle le maltais, mais aussi, autre chose un peu mystérieuse, il y a 95% de la population qui est de religion catholique. Mais là, catholique très pratiquant. Hein? Alors, vous avez des gens qui parlent arabe et qui en même temps qui sont catholiques. Moi, je n'avais jamais vu ça nulle part. Je ne pense pas que ça existe non plus ailleurs. Et aussi, quand j'ai appris à commencer à lire sur l'histoire de Malte, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de récits de pirates, de corsaires, de chevaliers. Alors, tout ça, ça formait un truc que je trouvais très mystérieux et que j'ai réussi à déchiffrer finalement, et je vais vous en faire part. Je vais vous donner les clés de l'énigme. Alors, comment se rendre à Malte? D'abord, il n'y a pas de vol sans escale Montréal-Malte. Ça n'existe pas. Il faut absolument faire escale quelque part. Moi, j'ai choisi de faire escale à Paris, Charles de Gaulle. J'ai pris un vol d'Air Transat. Et à Paris-Charles de Gaulle, j'ai transféré sur un avion d'Air Malta. Air Malta, c'est la ligne aérienne nationale de Malte. Ce n'est pas une grosse compagnie. Ils ont, je pense, 8 Airbus. Et ils relient Malte, l'aéroport de Lucca à Malte, avec différentes capitales européennes et moyen-orientales. Ici, vous voyez, ça, c'est la croix de Malte sur la queue de l'avion. Bon, je vais vous parler de la géographie de Malte maintenant. Alors, vous voyez une carte qui illustre la mer Méditerranée.
et les différentes îles et pays qui s'y trouvent. Alors, Malte se trouve ici, ici. C'est un petit archipel de seulement 8 îles, donc seulement 4 sont habitées, et qui se situe à 100 km au sud de la Sicile et à 300 km à l'est de la Tunisie. Malte est surnommé le nombril de la Méditerranée parce que ça se trouve vraiment au centre de tout ce grand ensemble qui borde des pays très importants comme la Turquie, la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Algérie, la Tunisie, etc. Et ça a été un peu la source de ces problèmes aussi, vous allez voir, au courant de l'histoire. Alors, Malte, c'est ça. La superficie totale, si on réunit les 8 îles ensemble, si on les collait ensemble, on aurait une superficie de 316 km². Pour fin de comparaison, l'île de Montréal mesure 366 m². Donc, la totalité de Malte, ça totalise à peu près 80% de l'île de Montréal. Et la population de Malte, c'est de 425 000 habitants. C'est à peu près, encore là, pour des fins de comparaison, la population de la ville de Laval. Alors, prenez la population de la ville de Laval, installez-la sur 80% de l'île de Montréal, vous avez à peu près un portrait de Malte. C'est le plus petit pays de l'Union européenne. Elle est membre de l'Union européenne depuis 2004 et depuis 2008, elle a comme devise l'euro. C'est le pays le plus petit, mais en même temps, c'est le plus densément peuplé. Il y a beaucoup de gens, entre autres, j'ai un ami qui, l'autre fois, m'exprimait qui voulait faire la morale aux Maltais parce qu'ils refusent actuellement d'accueillir des migrants qui viennent d'Afrique, de Libye, entre autres. Là. Ils ne veulent pas les accueillir. Il faut dire que vous allez voir, à travers toute l'histoire de Malte, c'est un pays qui a vécu 2 millénaires sous la botte de d'autres forces autour de la Méditerranée et qui a subi plein d'invasions de toutes sortes. Et il y a ça, d'une part. Alors, ils sont un peu réfractaires à tout ce qui vient de l'étranger, mais en même temps, comme c'est le pays le plus densément peuplé, ils n'ont pas beaucoup de place pour s'étendre. Il y a seulement 38% des terres qui sont des terres arables. C'est très peu comparé à des pays comme le nôtre, entre autres. Et il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac. L'eau potable est très limitée. Les gens, ils fonctionnent beaucoup avec des usines de désalinisation, c'est-à-dire qu'ils extraient le sel de l'eau de mer pour pouvoir la rendre potable. Alors, c'est pas des conditions vraiment faciles. Quoi vous dire d'autre? Bon, on peut parler maintenant. Ah oui, je vais vous montrer une. Ah oui, je voulais vous signaler, parce qu'on va y revenir plus tard. Excusez-moi. La présence, bon, ici où on a vu Malte, on va parler un peu plus tard de l'île de Chypre, qui est tout à fait à l'est de la Méditerranée, et de l'île de Rhodes, un peu plus tard. Alors, souvenez-vous de la position de ces deux îles-là. Bon, maintenant, vous voyez, les deux principales îles sont en haut. Au nord, c'est l'île de Gozo, et au sud, c'est l'île de Malte. Bon. Je vais vous indiquer les endroits qu'on va visiter sur l'île de Malte. Alors, vous avez ici la capitale qui est La Valette. Alors, c'est une presqu'île qui s'avance dans la mer et qui a deux ports. Au nord, c'est le port où il y a les petites embarcations, les marinas, etc. Et au sud de ce port-là, c'est là où vont les bateaux de croisière, les cargos, les pétroliers. Il y a même un chantier maritime dans ce coin-là. Bon, on va visiter également le village de pêche de Marsaxlok, qui se trouve tout à fait au sud, dans la baie du même nom, ici. Demandez-moi pas de le répéter. Et c'est ça. Et vous allez voir que ça a une importance historique également, cette baie-là et ce village-là. On va visiter également la ville de Médina, qui n'est pas une ville côtière, et son faubourg qui s'appelle Rabat. Et en tout cas, il y a une photo de moi qui a été prise ici sur les falaises de Dingli. Bon. OK. Maintenant,
Il y a deux langues officielles à Malte. Il y a le maltais et l'anglais. Encore là, je vais vous expliquer historiquement comment on en est venu là. Ici, c'est le palais du président. Malte est gouverné par un régime de... C'est une république parlementaire. Alors, il y a un président qui est élu à tous les 5 ans. Et un peu comme en France, c'est le président qui choisit le premier ministre et le conseil des ministres. Il y a 65 députés qui siègent à l'Assemblée de Malte. Et l'Assemblée législative se trouve à l'intérieur du Palais des Grands Maîtres, dans la ville, évidemment, de la capitale de La Valette. Ici, il y a une statue à l'entrée du Palais des Grands Maîtres. Le Palais des Grands Maîtres date des années 1500. Ici, vous avez 2 militaires qui montent la garde à l'entrée du palais. Ici, c'est un des corridors qui mène à une des salles à l'intérieur du Parlement, si on veut. Alors, vous voyez les armures qui bordent de chaque côté du corridor. C'est un rappel aux chevaliers, parce qu'on va vous parler tantôt des chevaliers de Malte, qui ont été présents à Malte pendant environ 250 ans. Et ici, c'est les portes de l'Assemblée législative où siègent les députés. Encore là, avec des armures. Bon, je vais vous raconter un peu l'historique de Malte. Malte, comme je disais tantôt, a une histoire riche en rebondissements de toutes sortes et elle a été un peu la victime de sa position stratégique en Méditerranée. Elle faisait l'envie de toutes les puissances qui étaient autour de la Méditerranée parce que être installé à Malte, ça permettait de contrôler tout le trafic maritime qui se promenait dans la Méditerranée. Alors, ce qui est arrivé, c'est que toutes les puissances, à tour de rôle, ça a commencé par les Phéniciens qui venaient d'Afrique du Nord, qui se sont installés à Malte. Après les Phéniciens, ça a été les Grecs. Aux Grecs ont succédé les Romains. Après les Romains, c'était les Barbares. Après les Barbares, c'était les Byzantins. Après les Byzantins, ça a été les Arabes. Après les Arabes, ça a été les Normands. Après les Normands, ça a été les Français. Et finalement, ça a été les Britanniques jusqu'en 1964. Alors, après 2 millénaires d'occupation par des puissances étrangères, en 1964, il y a eu un référendum et la population maltaise a voté pour l'indépendance, après avoir passé 2 millénaires sous la botte de puissances étrangères. Alors ici, on voit un peu la marina dans le port de La Valette. Bon. Je vais vous expliquer d'abord comment la langue maltaise s'est formée. C'est qu'en l'an 870, ce sont, après bien des années où il y avait les pirates, les corsaires arabes faisaient des razzias sur l'île de Malte. Ils arrivaient dans une petite localité à l'improviste et là, ils pillaient les biens des habitants qui étaient là. Et souvent même, ils ramenaient des hommes et des femmes dans leur pays pour s'en servir comme esclaves. Alors, vous voyez la terreur qu'avaient les gens de vivre dans cette île parce que quand tu te fais attaquer, tu n'as pas d'endroit où aller, tu es prisonnier de ton île, finalement. Alors, et en l'an 870, là, les pirates se sont installés à demeure, à Malte, et ils ont été là pendant 220 ans. Alors, ça a donné, pendant cette période-là, c'est là que la langue maltaise s'est formée à partir de l'arabe des occupants. Alors, ils ont pris la langue des occupants arabes qui les dominaient. Et au bout des 220 ans, c'est le Normand Frédéric II, l'empereur Frédéric II, qui est arrivé à Malte et qui a chassé les musulmans. Lui, c'était un empereur chrétien. Donc, c'est à partir de cette période-là que le christianisme s'est installé à Malte. Alors, quand il voulait expulser les musulmans, il leur donnait le choix soit de se convertir au christianisme ou de quitter Malte. Et chaque fois qu'il y a un musulman qui quittait Malte, il était remplacé par un colon chrétien. Alors, c'est ainsi que le christianisme s'est installé à Malte, tout en parlant arabe, comme je le disais tantôt. Bon. Et après, là, je vais sauter quelques siècles. Je vais arriver en l'an, puis on va y revenir plus tard, en l'an 1798. Alors, les troupes de Napoléon, la flotte française, avait quitté le port de Marseille et s'en allait en Égypte parce que Napoléon voulait conquérir l'Égypte.
Et ils se sont arrêtés à mi-chemin, à Malte, donc, pour refaire leur provision d'eau potable. C'était à ce moment-là les chevaliers de Malte qui étaient au pouvoir à Malte. Et ils avaient une loi stricte, pas plus de 4 bateaux à la fois dans le port de La Valette, parce qu'ils voulaient garder un certain contrôle. Ils avaient peur encore là de se faire envahir. Alors, 4 bateaux à la fois, mais les Français qui étaient pressés de se rendre en Égypte, eux autres sont rentrés 8 bateaux à la fois dans le port de La Valette. Alors là, ça a causé tout un émoi, puis il y a eu la bataille, la chicane s'est installée entre les chevaliers et les Français, et là, finalement, les Français ont décidé de la manière forte d'expulser les chevaliers de Malte. Ils sont allés se réfugier en Russie, imaginez. Alors là, les troupes françaises ont laissé une certaine garnison à Malte et le reste des troupes a poursuivi son chemin vers l'Égypte. Et là, donc, Malte a vécu sous un régime français. Mais pas longtemps, parce que les Français ont eu le don de se faire haïr, détester de la population, parce qu'ils sont mis à passer des lois administratives qui n'avaient rien à voir avec la culture des Maltais et tout à voir avec les principes de la Révolution française qui avait eu lieu 7-8 ans auparavant. Alors là, les Maltais étaient exaspérés. Ils ont fait appel à la marine britannique qui se promenait dans la Méditerranée et la marine britannique se sont fait un plaisir de venir établir un blocus autour de Malte. Et 2 mois plus tard, les Français qui manquaient de ravitaillement ont dû ont dû capituler. Alors les Français ont quitté Malte et là, à partir de l'an 1800, les Britanniques se sont installés à Malte jusqu'à l'indépendance en 1964. Donc, il y a eu une période de 164 ans où Malte a fait partie de l'Empire britannique, au même titre qu'à l'époque le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, les Indes, etc. Et c'est ça. Et c'est ainsi que la langue anglaise est devenue une des 2 langues officielles de Malte à cause de la présence des Britanniques pendant une période aussi prolongée. Alors là, je vais vous montrer quelques photos que j'ai faites en arrivant à Malte. Ici, c'est curieux, c'est une piscine flottante qui est amarrée, qui est dans la mer, là, qui est amarrée à un quai. Ici, il y a beaucoup de pêcheurs à Malte, évidemment, comme c'est une île et les gens aiment beaucoup les poissons et les fruits de mer. Ici, je trouvais que ces vieux monsieur-là assis sur un banc ressemblaient beaucoup à des Italiens. Il faut croire que la Sicile n'est pas très loin quand même. Hein? Ici, c'est 2 chats que j'ai photographiés. Ici, c'est un climat méditerranéen, comme je disais tantôt. Alors, c'est propice à la culture beaucoup. Il y a beaucoup de palmiers, de citronniers, comme vous allez voir plus tard, et de cactus qui fleurissent. Bon. Je vous amène visiter maintenant la capitale, La Valette. D'abord, ce n'est pas une très grosse ville, c'est 6600 habitants seulement, et elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de sa belle architecture. Elle est renommée pour ses églises, ses musées et ses palais. Si on parle des églises, on voit ici la co-cathédrale Saint-Jean de La Valette. Il y a 12 églises dans La Valette. C'est-à-dire à peu près 1 par 500 fidèles, à peu près. C'est beaucoup. Et ce sont toutes des églises un peu dans le style baroque italien. Ici, on voit encore un dôme et le clocher d'une autre église. Ici, c'est des statues en marbre noir au-dessus d'un autel. Ici, c'est une église qui est sur la rue principale à La Valette. Ici, c'est une rue qui descend vers la mer. Et on viendra plus tard, mais remarquez sur les façades, les balcons qui avancent en projection, ce sont des oriels. On va y revenir plus tard. Ici, c'est le dôme de la cathédrale Saint-Jean. Bon, comme je disais, quand on regardait la carte géographique, La Valette, c'est situé sur une presqu'île. Alors, il y a une espèce de un bras de terre qui relie la terre ferme, qu'on voit à gauche, à la presqu'île. Alors,
La photo a été prise de ce bras de terre-là, et on voit à gauche le port des petites embarcations, c'est-à-dire au nord de la ville de La Valette. Ici, vous voyez à quel point c'est densément peuplé. Hein? Vous voyez pas grand boisé, là, il y a quelques arbres par-ci par-là. Mais regardez toutes les habitations, ce pas des habitations tellement hautes, 1 ou 2 étages, 3 étages des fois, mais c'est à la grandeur, hein? C'est très densément peuplé, Malte. Ici, vous avez, comme je disais, La Valette, c'est une ville fortifiée, donc entourée d'une muraille qui a résisté à maintes attaques, vous allez voir à travers son histoire. Et ici, excusez-moi. Ce qu'on voit ici, la petite tourelle au bout de la fortification, ça s'appelle une échauguette. Ça permettait aux militaires qui allaient à l'intérieur de pouvoir observer où était l'ennemi, soit au pied de la muraille ou au loin, sans être vu de celui-ci. Ça, c'est une photo prise au centre-ville de La Valette. Alors, ce sont principalement des rues piétonnes dans le cœur de la ville parce que le transport en commun à Malte, ce sont un réseau d'autobus qui font le tour de toutes les localités de l'île, sauf que rendu à La Valette, il n'entre pas dans la ville, il s'arrête aux portes de La Valette et vous continuez votre voyage à pied dans La Valette. C'est pas très grand quand même. Ici, on voit une rue principale avec son église de style baroque. Ah oui, les rues, des fois, sont tellement escarpées à La Valette qu'elles sont aménagées en escalier. Vous avez des marches pour monter la rue ou la descendre. Ah oui, il y a des quartiers qui sont plus vieux dans Malte que les gens achètent les maisons qui sont un peu décrépites, un peu comme celle-ci. On voit les consoles des balcons qui sont pas mal érodés. Alors, les gens achètent ça, ils les rénovent, et là, soit ils les habitent ou ils les revendent. Alors, il y a tout un processus de rénovation qui est en cours dans certains quartiers de La Valette. Ici, c'est un joli Cupidon qui ornait une des façades dans ce quartier-là. Là, on va retourner visiter quelques églises. Alors, vous aviez ici le maître-autel d'une des églises. Ici, vous avez l'oculus dans le dôme de la co-cathédrale Saint-Jean. Ici, c'est encore là une autre église de style baroque. Ici, c'est soit un fantôme ou une statue qui est en rénovation, je ne sais pas trop. Ou un reste d'Halloween, je ne sais pas. Bon, ici, c'est un hôtel latéral dans la cathédrale Saint-Jean. Ici, remarquez les colonnes torsadées de part et d'autre du maître-autel qui imitent un peu les colonnes qu'on retrouve au Vatican à Rome. Et sous le maître-autel, vous voyez l'écusson avec l'emblème des Chevaliers de Malte. Ici, ce sont les voûtes de l'église de la cathédrale Saint-Jean. Ici, des sculptures au-dessus d'un des autels, sculptures de l'époque baroque. On reconnaît l'époque baroque par les volutes qu'on trouve, par exemple, ici. Là. Ah oui, j'ai visité le musée des Beaux-Arts de La Valette. C'est pas un grand musée, loin de là, il n'y a pas de chef-d'œuvre là, inquiétez-vous pas. Il y a surtout des tableaux des maîtres italiens de la Renaissance. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Ici, c'est une scène navale. On voit ici les fortifications de La Valette et on voit un terrible tempête qui a lieu devant la ville et on voit des bateaux qui sont en péril de s'échouer ou d'aller contre les rochers. On voit des citoyens de La Valette qui sont inquiets du sort des bateaux. Bon, excusez. Bon, voyons. Alors ça, la caractéristique architecturale que moi j'ai remarquée à Malte, et pas seulement à La Valette, ce sont des oriels. Les oriels, ce sont ces constructions-là dans les façades qui projettent par rapport à la façade, qui sont, on peut dire, des fenêtres en B ou arquées, qui ont certains avantages, qui sont supportés par des encorbellements ici, qui projettent par rapport à la façade,
Et ça permet aux occupants de l'appartement d'avoir une vue en surplomb dans 3 directions sur la rue. Ils peuvent regarder en haut de la rue, en bas de la rue et devant eux. Ça permet aussi de réchauffer de façon optimale l'appartement parce que vous avez le soleil qui peut plomber dans 3 directions. Vous avez le soleil qui peut frapper cette fenêtre-là. Après ça, un peu plus tard dans la journée, il frappe de plein front et finalement, plus tard, il le frappe par le côté. Alors, ça permet une période plus longue où le soleil peut pénétrer dans l'appartement. Mais par contre, au niveau de la luminosité, c'est le même luminosité qui rentre dans l'appartement que si vous aviez une fenêtre classique. Et en même temps, quand un oriel comme celui-ci est fermé à l'intérieur par une porte, à ce moment-là, on parle d'un balcon-serre. Vous allez avoir des oriels sur plus d'un niveau. Ici, on voit sur un seul niveau. Ici, vous avez un oriel qui fait le coin du bâtiment, c'est assez spécial. Bon, vous voyez ici des oriels, il y en a des fois plus d'un par façade de maison. Ici, on voit une rue qui descend vers la mer et je dois avouer que je trouve ça un peu cacophonique, comme visuellement en tout cas, parce que comme si les maisons sont en pente, elles sont toutes décalées les unes par rapport aux autres, donc les oriels le sont également. Alors ça fait des oriels que vous retrouvez à toutes sortes de niveaux, mais quand même, si on voit une rue ici en escalier, vous voyez des oriels, je trouve que ça donne beaucoup de relief aux façades et ça donne un certain charme au bâtiment là-bas. Bon. Je vais vous parler maintenant du siège de 1565. Mais avant ça, il faut que je retourne un peu en arrière. En l'an 1098, la ville de Jérusalem a été conquise par des troupes chrétiennes, principalement des Français, qui ont réussi à en chasser les musulmans. Et donc, à partir de l'an 1099, j'ai dit? Oui, c'est ça. Les pèlerins de partout en Europe ont voulu faire des pèlerinages vers les lieux saints. Mais ce n'était pas de tout repos. Il fallait, à ce moment-là, il y a des organisations qui se sont formées pour protéger et être au service des pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Il y a eu des ordres, on appelait ça des ordres. Ici, je vous parle principalement de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui éventuellement vont devenir les chevaliers de Malte. Alors, c'était un regroupement de gens qui venaient de plusieurs pays d'Europe. Il y avait des Allemands, des Britanniques, des Français, des Italiens, des Espagnols, qui sont regroupés à l'intérieur ce que pour être plus court, je vais les appeler les chevaliers de Malte. Et ces gens-là ils avaient acquis un hospice à Jérusalem. Alors, les pèlerins pouvaient se rendre à l'hospice pour être hébergés. Et comme c'était un ordre qui avait également une fonction hospitalière, les chevaliers étaient en mesure de soigner, si jamais il y a des gens qui tombaient malades, ils étaient en mesure de les soigner également. Un peu plus tard, pour assurer également la sécurité des pèlerins, cet ordre-là est devenu également un ordre militaire, sans oublier sa vocation hospitalière. Alors, c'était des hospitaliers qui étaient également des chevaliers qui étaient capables de combattre dans un combat. Et celui que vous voyez sur l'illustration ici, c'est Jean de la Valette, celui qui a donné le nom à la capitale. C'était le 48e grand maître de l'ordre des chevaliers. Alors, ce qui est arrivé, plusieurs années plus tard, les musulmans ont repris la ville de Jérusalem et ont expulsé les chrétiens et tous les ordres des chevaliers qui étaient là. Alors, les chevaliers de Malte se sont retrouvés, dans un premier temps, à l'île de Chypre, que je vous ai montré tantôt, qui est à l'est de la Méditerranée, proximité de la Turquie. Alors, les Turcs voyaient ça d'un mauvais œil, comme c'était des musulmans aussi, ils voyaient ça d'un mauvais œil d'avoir des chevaliers chrétiens à leur porte. Alors, ils les ont chassés de Chypre. Ils se sont retrouvés à l'île de Rhodes, qui appartenait à la Grèce, mais qui était quand même à proximité de la Turquie.
Et le sultan Soliman le Magnifique, qui était au pouvoir en Turquie, les a chassés également de Rhodes. Entre-temps, il y avait l'empereur Charles Quint qui dominait pas mal toute l'Europe de l'Ouest. Et Charles Quint voyait d'un mauvais œil les incursions et craignait beaucoup que les Turcs veuillent envahir tout le reste de l'Europe. Alors, il a demandé aux chevaliers de Malte de se retrouver à Malte, justement, pour la défendre et s'assurer que les Turcs n'iraient pas plus loin que Malte. Alors, en 1530, les chevaliers sont arrivés à Malte. Ils se sont aussitôt affairés à construire des fortifications. Les belles murailles que vous avez vues tantôt, ça ne s'est pas fait tout seul, c'est les chevaliers et leurs aides qui les ont construites. Alors, vous voyez un peu l'aspect, vous voyez le paysage qui est tout construit partout, hein, et vous voyez également, bon, ça, ils ont construit des forts. Alors, à partir de 1530, ils se sont mis à fortifier la ville et se préparer parce qu'ils savaient bien qu'un jour ou l'autre, les Turcs arriveraient pour se battre avec eux. Alors, effectivement, au mois de mai 1565, à l'horizon, le matin, est apparue en silhouette une flottille de 160 bateaux turcs qui transportaient 30 000 hommes prêts à venir conquérir Malte. M. de La Valette n'avait que 800 chevaliers à son service et 1450 mercenaires qu'il avait réussi à rassembler. Alors, ils étaient en infériorité numérique, pas à peu près. Les 160 bateaux turcs sont arrivés par le sud, dans la baie de Marsaxlok. Là, la baie est suffisamment grande, les 160 bateaux ont pu rentrer facilement. Et là, ils ont mis pied à terre, et là, ils se sont dirigés à pied jusqu'à La Valette. Je ne sais pas si je vous ai dit tantôt, mais à La Valette, les chevaliers avaient construit 3 forts. Ceci, c'est un des forts, mais c'est pas... OK. Dans un premier temps, les 30 000 Turcs sont attaqués au fort de Saint-Elme, qu'ils ont réussi à prendre. Et ils ont tué par la même occasion 200 chevaliers. Donc, le quart des troupes de M. de La Valette. Ça, c'est les chauguettes qu'on a vues tantôt. Ah oui, je vais vous montrer quelques photos. Les chevaliers logeaient selon le pays d'origine dans des auberges. Ici, c'est une plaque sur l'auberge de France. Vous avez la maison des Normands. Vous avez l'auberge d'Auvergne et de Provence qui abritait les chevaliers qui venaient de ces contrées-là. Bon, alors je vais vous montrer des photos des fortifications que les chevaliers avaient construites autour de La Valette. Alors ici, c'est une photo en plongée au bord de la muraille. Regardez la hauteur des murailles. Regardez, je pense qu'il y a un personnage ici, il y a quelqu'un qui est au pied de la muraille. Regardez la hauteur des murailles, et les chauguettes en question, et même la végétation qui lui s'appouchait sur les pierres. Ici encore là, c'était très solide comme défense pour La Valette. Ici, ce sont ces canons-là. Ça, c'est la partie du port où il y a les gros bateaux de croisière, les cargos, les chantiers maritimes. Et les canons qui sont installés là, je présume qu'ils ont été installés par les Britanniques, parce qu'ils ne datent pas de l'époque des chevaliers. Alors, c'était sur les hauteurs qu'on appelle les hauts barracas. Alors, vous pouvez voir à quel point, du haut des fortifications, ils dominaient facilement les alentours de La Valette. Ça, c'est le fort de Saint-Elme. Ça, c'est le fort que les Turcs ont réussi à prendre et où ils ont tué 200 des chevaliers. Bon. Maintenant, le chef des troupes turques voulait démoraliser encore davantage les troupes chrétiennes. Alors, il a demandé à ses hommes de construire des radeaux. Alors, ils ont construit des petits radeaux sur lesquels il a installé une croix. Et sur chacune des croix, il a installé un chevalier, la dépouille de chevalier qui est à bord. Alors là, il a envoyé tous ces radeaux-là dans le port de La Valette pour que ça soit à la vue des autres chevaliers qui restaient. Mais M. de La Valette n'était pas dans le reste, lui, c'est un fin renard. Il dit, on ne se laissera pas donner le pion comme ça. Alors, il dit, on a pris un certain nombre de prisonniers turcs. Vous allez me les décapiter.
Il a fait c'était pas facile dans ce temps-là. Hein. C'était barbare pas mal. Alors, il a fait décapiter les prisonniers turcs et là, il a bombardé les positions turques, non pas avec des boulets, mais avec les têtes des Turcs qu'il avait décapités. Ça jouait dur. Alors, finalement, après la perte de Sainte-Anne, il faut dire, Sainte-Anne a été bombardée aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on voit un peu qu'il est un peu démoli, il n'a pas été reconstruit depuis. C'est pas le tort que les Turcs ont pu y faire. C'est ça, les chevaliers, après cette bataille-là qu'ils avaient perdue au fort de Sainte-Anne, ils se sont regroupés dans ce même fort. Ils ont tenu le coup pendant 2 mois. Les Turcs, presque à chaque jour, essayaient de prendre le fort et à chaque fois, les chevaliers les repoussaient en leur infligeant de sérieuses pertes. Et au bout de 2 mois, ou rendu au mois de septembre 1565, il y a une flotte de bateaux qui est arrivée de la Sicile, menée par le vice-gouverneur de la Sicile, qui venait au secours des chevaliers. Alors, comme les Turcs étaient déjà pas mal amochés par toutes les pertes qu'ils avaient subies, puis il manquait de nourriture aussi, alors les Siciliens n'ont pas eu de difficulté à les expulser de Malte. Et la victoire des chevaliers sur les 30 000 Turcs qui voulaient les envahir a eu un succès retentissant partout en Europe. Et toute l'Europe entière a donné un énorme prestige aux chevaliers parce qu'ils avaient réussi à stopper l'expansionnisme des Turcs vers l'ouest. Alors, imaginez si jamais les Turcs s'étaient emparés de Malte, ils auraient pu mener des raids en Espagne, en France, en Italie, éventuellement peut-être conquérir le reste de l'Europe. Alors, le rôle que les chevaliers ont mené à Malte a été d'une importance capitale. Ici, je vais vous montrer d'autres photos. Vous voyez la hauteur des murailles, c'est incroyable ce qu'ils ont pu construire. Vous voyez derrière les bateaux, là, on voit encore là la muraille qui protège la ville des éventuels assaillants. Ici, c'est l'entrée du port de La Valette. Ici, c'est évidemment le drapeau maltais. Ah oui, il y a un musée de cire à Malte qui reproduit des scènes du fameux siège de 1565. Alors, on voit un peu des chevaliers et des Turcs qui se battent, là, et on voit une épée, entre autres. Bon. Ça, c'est moi sur la hauteur des falaises à Dingley. Le dernier chevalier de Malte. Ça, j'ai fait quelques photos que j'ai faites à partir de ma chambre d'hôtel. Ça, c'était le casino de Malte qui était voisin de mon hôtel sur un cap de roche. Ici, c'est une photo que j'ai faite à 6 heures le matin de ma chambre d'hôtel où on voit un cargo qui s'approche du port de La Valette sous le soleil levant en arrière-plan. Ici, ça a été pris un peu plus tard. On voit le soleil qui plombe à travers les balcons d'un hôtel voisin du mien. Là, je vous amène visiter le village de pêcheurs de Marsaxlokk, qui est le plus grand village de pêcheurs de l'île. C'est situé tout à fait au sud, comme je le disais tantôt, sur la baie du même nom. Vous voyez ici l'église du village, qui est c'est un village de 3500 habitants. Hein, c'est pas énorme, mais quand même. Et vous voyez l'église dédiée à la Vierge, dont on voit la statue ici. C'est une église du style italien, pas gothique, roman, un peu le roman italien. Et voici à côté, vous voyez le presbytère avec son oriel, ici. Bon, ici, vous voyez un autre bâtiment qui donne sur le port de Marsaxlokk avec encore là son oriel. Et voici une touche britannique, qui, vous voyez la cabine téléphonique comme on en voit à Londres. Ici, ce sont les bateaux de pêche dans le port. Les bateaux de pêche s'appellent des ludzi. Ce sont des bateaux qui sont construits selon le modèle des bateaux phéniciens. Parce que le port et le village a été fondé par les Phéniciens il y a de ça une couple de milliers d'années. Et les bateaux sont restés les mêmes depuis cette époque-là. La forme est restée la même. Longtemps, ils ont été construits en bois. Maintenant, ils sont construits en fibre de verre ou en polyester quand même. Et ils ont des moteurs inboard pour la plupart.
Même certains sont dotés de cabines. Ici, on voit un pêcheur qui est en train de nettoyer ses bottes après une dure journée de travail. Ça, ce sont les bateaux de pêche, les loudis, comme je disais tantôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque port de pêche de Malte a ses propres couleurs. Ici, on voit les bateaux de Marsaxla qui sont bordés de jaune, de bleu, de rouge en alternance. Et vous pouvez identifier d'où vient le bateau de pêche à partir des couleurs qu'on trouve sur sa coque. Ici, on voit une partie du port qui est aménagée comme tous les ports phéniciens l'étaient à l'époque. Et c'est un endroit où, à tous les dimanches matins, il y a un marché qui se tient, un marché de poissons et de fruits de mer, qui attire beaucoup de touristes qui viennent pour le marché, également pour voir les magnifiques bateaux de pêche colorés. Bon, là, je vous amène à la ville de Medina, qui est une ville, comme je montrais sur la carte au début, qui est une ville qui n'est pas sur la côte, qui est à l'intérieur des terres, qui est située sur un escarpement rocheux, comme vous pouvez le voir, et qui est évidemment aussi une ville fortifiée. Cette ville-là avait été fondée par les Phéniciens il y a fort longtemps, qui en avaient fait un centre de commerce et la capitale de l'île. Ils ont été envahis par les Arabes. Quand les Arabes sont arrivés à Médina, les Arabes avaient l'habitude de construire des fortifications autour des villes qu'ils avaient en leur possession. Alors, quand ils sont arrivés à Médina, ils ont trouvé que la ville était trop étendue pour être fortifiée. Alors, ils l'ont coupée en deux. Ils ont fait une muraille autour de cette partie-là, qui ont appelé Médina, qui veut dire ville en arabe. Et le reste de la ville, qui n'a pas été à l'intérieur des murs, ça s'est appelé Rabat, qui veut dire faubourg en maltais. Alors, vous avez comme Médina et Rabat, qui sont une, la ville fortifiée, et l'autre, la ville qui n'est pas fortifiée. Alors ici, on voit la ville fortifiée de Rabat. Elle est surnommée par les gens là-bas la cité silencieuse, parce qu'à partir des années 1566, après le siège de Malte qu'on a vu tantôt, les chevaliers ont décrété que La Valette serait la capitale de Malte. Alors, tout le pouvoir, les gens de pouvoir qui étaient à Médina, ont déménagé à La Valette. Alors, qui est-ce qui est resté à Médina? Il y a l'évêque qui est encore là, d'ailleurs. Son palais épiscopal est à Médina. Il y a 3 ordres religieux qui sont restés également, comme les franciscains, les dominicains et les augustines, qui ont encore leur monastère et l'abbaye là, et leurs écoles d'enseignement aussi. Alors, il y a seulement 300 personnes qui demeurent dans Médina, qui est quand même une assez grande ville. C'est pour ça qu'on la surnomme cité silencieuse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est très tranquille. Il y a beaucoup de bâtiments, d'ailleurs, qui sont déserts, parce que les autres qui restent là, c'est les descendants des nobles maltais qui étaient là à l'époque où c'était la capitale de l'île. Mais sinon, comme je dis, il y a très peu de monde à l'intérieur de cette ville-là. Ici, on voit, il y a de nombreuses églises encore là à Médina. Ah oui, ça, c'est les catacombes. Saint-Paul, qui, en l'an 60 après Jésus-Christ, avait fait un voyage de la Palestine pour aller à Rome, qui était devenue la capitale de la chrétienté, a fait naufrage. Son bateau a fait naufrage et il s'est retrouvé sur l'île de Malte. Il a été amené auprès du gouverneur romain qui était là, qui s'appelait Publius. À ce moment-là, comme la plupart des contrées autour de la Méditerranée faisaient partie de l'Empire romain, alors il a été amené à Publius. Publius avait un vieux père qui souffrait de dysenterie. Alors, comme Publius avait entendu dire que Saint Paul faisait des miracles, il lui a demandé s'il ne pouvait pas guérir son vieux père, ce que Saint Paul a fait. Et là, après ça, on y a amené après tous les gens qui étaient malades à Malte, et Saint Paul les a tous guéris. Ça a très impressionné le gouverneur Publius, qui s'est converti au christianisme et qui est ainsi devenu le premier évêque de Malte. Et il a offert à Saint Paul de l'héberger chez lui, dans sa résidence de gouverneur. Saint Paul, il dit non, moi, il dit, je préfère aller vivre simplement. Alors, il est allé dans des grottes
qui était près d'un ancien cimetière romain à Médina. Et il a vécu dans ces catacombes-là pendant 3 mois avant de pouvoir repartir pour Rome. Et maintenant, en souvenir de cet endroit que moi, j'ai eu l'occasion de visiter ces catacombes-là, on a construit une cathédrale, la co-cathédrale de Saint-Paul au-dessus des catacombes. Et aussi, on voit l'intérieur de la cathédrale. Le pape Jean-Paul II, en 1990, est allé à Malte et il a visité les catacombes où avait séjourné Saint-Paul. Ici, vous voyez une partie des murailles de la ville. Vous avez 2 types de murailles. Vous avez ici à gauche la muraille telle que conçue par les Arabes. Ils construisaient verticalement leurs murailles et les chevaliers, eux autres, un peu plus tard, construisaient le mur incliné vers l'intérieur. Vous voyez les 2 types de murailles. Vous avez la muraille arabe et la muraille des chevaliers chrétiens. Ça, c'est des sculptures au-dessus d'un des palais à Médina. Ici, vous voyez l'entrée d'une cour intérieure. Ici, vous avez l'atrium d'un des palais. Ici, il y a un hôtel à Médina qui s'appelle le Xara Palace. Et quand les gens du Jet Set vont passer leurs vacances à Malte, ils séjournent tous là. Les Beatles, ils vont tous résider au Xara Palace. Ça, j'ai fait cette photo-là parce que je trouvais que les 2 messieurs avaient une coiffure un peu semblable. C'est peut-être les 2 frères, on ne sait pas. Bon, ça, c'est le siège épiscopal de l'évêque qui habite encore à Médina, qui fait dans le style néo-gothique italien, très joli bâtiment, qui est situé, comme vous voyez, juste à gauche de la cathédrale, la co-cathédrale Saint-Paul qui consulte au-dessus des catacombes de tantôt. Vous voyez, il y avait 2 cadrans au-dessus sur la façade de l'église. On va voir tantôt en plus gros plan le cadran de gauche qui, lui, indique la date de l'année et le cadran de droite indique l'heure. Ici, c'est l'intérieur de la cathédrale Saint-Paul qui est très, très richement ornementé. Bon, ça, c'est le cadran de gauche. Alors, vous voyez, au pourtour extérieur, vous avez 31 jours. Et dans le cercle intérieur, vous avez les 12 mois de l'année. Alors, comme je disais tantôt, quand je suis allé visiter, on était au mois de novembre. Alors, l'aiguille pointe vers le N. Et la journée, il faut croire, c'était le 21 novembre, parce que l'autre aiguille indique le 21. Ici, dans les rues tortueuses et étroites de Médina, ici, on voit une passerelle qui relie, mettons, souvent, ça reliait l'abbaye mettons, des Augustines avec le collège où elles enseignaient. Alors, plutôt que de traverser au niveau de la rue, les gens traversaient par une passerelle directement au-dessus de la rue. La végétation est très luxuriante à Malte. Ici, vous voyez des citrons verts qui poussent très bien. Ici, vous voyez un des palais, je ne sais pas s'il est déserté ou l'air est habité, celui-là. Vous voyez beaucoup de bougainvilliers qui s'agrippent aux façades. Ici, c'est le seul restaurant de la ville de Médina, s'appelle Fontanella, qui est situé dans le haut des remparts des fortifications. On se promène souvent à pied ou en calèche dans les rues de Médina. Ici, vous voyez la hauteur des murailles, c'est extraordinaire. La hauteur c'est pour ça que la ville n'a jamais été conquise, finalement. Ici, vous voyez un bougainvillier qui pousse à travers le trottoir et qui s'agrippe aux façades de ce palais. Ici, vous voyez d'autres bougainvilliers qui... C'est très joli. Ah oui, vous voyez les 2 langues officielles à Malte. Ici, une plaque de rue. En haut, vous avez le nom de la rue en maltais et en dessous, la traduction en anglais. Ici, c'est un citronnier qui produit beaucoup de fruits. Ici, les rues sont toutes étroites, comme je disais tantôt, et tortueuses aussi. Et ces rues-là débouchent forcément sur des places publiques où, là, on retrouve plus de végétation, par exemple.
La raison pour laquelle les rues sont étroites, c'est pour faire de l'ombre. Dans les pays chauds comme ça, là, vous ne voulez pas vous promener au gros soleil parce que vous allez cuire. Alors, vous voulez vous promener à l'ombre et les bâtiments, en étant rapprochés, font de l'ombre sur les rues. Oups, excusez. Ici, on voit, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de bâtiments qui sont déserts. Alors, on voit ici un oriel qui est laissé à l'abandon. Les vitres sont cassées. Le bois est en train de lâcher. Et, en tout cas, c'est un peu décrépit. C'est dommage. Ici, on voit un citronnier qui déborde d'un mur d'enceinte d'une cour intérieure. Ici, on voit sur une place publique, il y a un puits qui était là pour alimenter les résidents d'autour en eau potable. Vous voyez comme les rues sont étroites. Ici, à l'intersection de deux rues, il y avait comme... à l'intérieur du bâtiment, il y avait un petit hôtel ouvert aux quatre vents, très petit. On pouvait on ne pouvait pas entrer à l'intérieur, mais on pouvait quand même voir le joli maître-hôtel et leur étable derrière. Ici, il y a trois portes pour entrer dans Médina. Il y avait la porte des Grecs, la porte des Britanniques et la grande porte. Ici, on voit la porte des Grecs. Je vais maintenant vous raconter les traumatismes, le mot n'est pas trop fort, qu'a vécu le peuple maltais durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il faut se replacer dans le contexte. On est en 1940, on est sous l'Empire britannique, les Britanniques sont toujours là, et les Britanniques ont installé à Malte une grosse, on est en guerre, hein, une grosse base aérienne d'avions, et aussi la flotte britannique a pour port d'attache en Méditerranée Malte. Alors, c'est un endroit très fortifié qui sert beaucoup aux Britanniques pour mener la guerre. Alors, ici, vous voyez la statue de la reine Victoria devant la bibliothèque de La Valette pour vous montrer à quel point c'était britannique. Alors là, les avions de la Royal Air Force qui étaient à Malte ont servi à faire de la reconnaissance, d'aller chercher des renseignements sur le mouvement des troupes ennemies. Par exemple, ils allaient du côté de la Sicile, ils faisaient des envolées autour de la Sicile, puis ils regardaient où se plaçaient les troupes, et finalement, ces renseignements-là ont pu mener à la victoire des Alliés sur la ville de Tarente, en Sicile. Bon. Et également du côté de l'Afrique. Les troupes allemandes de Rommel, avec son Afrika Korps, se dirigeaient vers l'Égypte pour la conquérir. Et ils étaient à ce moment-là en Libye. Et il y a des bateaux allemands qui allaient approvisionner les troupes en vivres, en munitions, puis en pétrole, en essence. Et ils étaient évidemment dans la Méditerranée. Et là, les avions anglais pouvaient aller les bombarder, les attaquer et les couler. Bon, ça, c'est le côté offensif. Il y a eu aussi le côté défensif, parce que les avions allemands et italiens aussi sont allés bombarder Malte. Entre 1940 et décembre 1943, en début de 1940 et décembre 1943, il y a eu 1700 bombardements sur Malte. Il y a 75% des habitations des Maltais qui ont été démolies. Si on parle des pertes humaines, il y a eu 1600 Maltais qui sont décédés, civils qui sont décédés. Il y a 700 soldats qui étaient positionnés à Malte qui également sont décédés. Les pertes de l'aviation, les pertes matérielles, l'aviation anglaise a perdu 600 avions, 2 porte-avions, 4 croiseurs, 30 destroyers et 40 bateaux cargo pétroliers de ravitaillement. Mais par contre, ils ont réussi à détruire, soit au sol ou dans les airs, 1000 avions ennemis. Mais aussi, les troupes britanniques ont subi de lourdes pertes. Il y a eu 900 aviateurs qui sont morts dans la bataille de Malte. Il y a eu 1900 marins qui travaillaient dans les sous-marins britanniques qui sont morts. Il y a eu 2000 marins dans d'autres bateaux qui sont morts.
et il y a eu 200 matelots de la marine marchande qui sont morts aussi. Alors, ça a été une grosse bataille, ça a été très pénible. Et de sorte que, avant la fin de la guerre, le président... ah oui, c'est ça, il faut que je vous raconte cet épisode-là. Ça, c'est une église qu'on voit. La photo a été prise à partir de la ville de Médina. Vous voyez à quel point, encore là, c'est densément construit à Malte. Hein? L'église qui est en rond, c'est une église qui a été construite sur le modèle du Panthéon à Rome, donc circulaire avec un dôme comme ça. Je vais vous montrer une autre photo un peu plus rapprochée. On voit la même église, avec ici on voit son clocher. Et on était en 1942 en plein office religieux du Vendredi Saint. Et l'église était bondée et il y a une bombe qui est tombée et qui a passé à travers le dôme et qui s'est ramassée sur le sol de l'église et qui n'a pas explosé. Elle a simplement roulé sur la dalle et est allée s'arrêter contre le mur du transept. Un miracle. Il aurait pu y avoir des centaines et des centaines de morts si jamais la bombe avait explosé. Et j'ai visité l'église, cette église-là, et on voit à l'intérieur, dans le dôme, on voit un peu, ils ont réparé évidemment, mais on voit un peu l'endroit où la bombe a passé à travers le dôme. C'est vraiment très, très impressionnant. Et c'est ça. Et donc, le peuple maltais a été d'une bravoure et d'un héroïsme épouvantable. Ils ont subi ils se sont attirés des félicitations du président Franklin Delano Roosevelt, qui en décembre 1943, a transmis au peuple de Malte, à la fin des combats, cette plaque où il vante, il salue la bravoure et l'héroïsme des gens de Malte, et aussi le roi George VI, qui est au pouvoir en Grande-Bretagne, qui a décerné la croix de Saint-Georges au peuple maltais pour, encore là, son bravoure dans la défense de la liberté. Et ici, on voit le monument qui a été érigé lorsque les troupes britanniques ont quitté Malte en 1964. On voit ici, j'imagine, un Maltais qui serre la main à un matelot britannique au moment où il quitte, un autre qui sonne la trompette et un autre qui lève le drapeau, ou qui baisse le drapeau plutôt, britannique. J'ai visité également à La Valette le musée de la Marine. On voit exposé ici, ce sont des anciens canons. Alors voilà, l'entrée du musée de la Marine. Ici, on voit les costumes des officiers de la marine britannique dans la Deuxième Guerre mondiale. Ici, on voit tout l'appareillage nécessaire pour les scaphandriers à partir des bottes avec du plomb dans le fond pour pouvoir caler, les casques des scaphandriers, la fameuse pompe que les Dupont tournaient dans les albums de Tintin. Et voilà. Oups, excusez. Ça, c'est une torpille que les sous-marins lançaient dans la Deuxième Guerre mondiale pour faire couler les bateaux ennemis. Ça, c'est un vieux bateau qui date de l'époque des Phéniciens, j'imagine. Ça, c'est un costume d'apparat que les chevaliers de Malte portaient au 18e siècle. Alors, vous voyez, ils ont la croix de Malte sur le plastron. Bon, je vous amène maintenant vous parler de 1001 embarcations. Comme vous savez, Malte, évidemment, est une île. Alors, les gens ont beaucoup de bateaux, ils aiment ça aller en mer, se promener, se balader ou aller à la pêche. Alors, ici, vous avez une vue de la marina de La Valette. Ici, vous avez une représentation d'une ancienne galère qu'utilisaient les chevaliers, parce que vous voyez que les chevaliers, parce qu'il y a les étendards qu'on voit là sur le bateau, plusieurs sur le bateau, avec des canons qui sont installés. Et pendant les deux siècles et demi, pendant lesquels les chevaliers ont pouvoir au Malte, ils ont chassé les corsaires, les pirates qui rôdaient autour de Malte. Ça, c'est le traversier qui fait le trajet entre l'île de Gozo et l'île de Malte. Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est un bateau qui a deux proues.
ici, et 2 cabines de pilotage. Alors, on ne sait pas s'il s'en va ou s'il s'en vient. Ici, c'est un vieux 2-mâts, tout en bois, assez gros quand même. Ici, c'est un bateau d'apparat qu'utilisait le grand maître des chevaliers lors des cérémonies officielles. Ici, c'est un dériveur qui s'apprête à quitter le port de la Valette pour aller en haute mer. Ici, c'est un autre 2-mâts, mais d'une facture un peu plus récente que le précédent. Ici, on voit une régate qui a lieu au large du port de la Valette. Ici, c'est les fameux loudis, les fameux bateaux de pêche. Et je voudrais vous attirer votre attention ici, sur la proue, il y a 2 yeux. C'était une coutume des Phéniciens de dessiner des yeux sur la proue de leur bateau de pêche pour que les yeux voient s'il y avait des dangers, s'il y avait des récifs, également pour voir où était le poisson, parce qu'ils voulaient rapporter des bonnes pêches. Alors, ça s'appelle les yeux phéniciens. Oups, excuse-moi. Ça, c'est... le port de la Valette est quand même assez grand, que si jamais vous voulez passer d'un bout de la ville à l'autre, plutôt que de faire le tour, vous pouvez prendre un raccourci en prenant un taxi dans le port de la Valette. Ici, c'est un taxi. Ici, ce sont d'autres bateaux de pêche, et comme vous pouvez voir, ce ne sont pas des bateaux de pêche du port de Marsac-Loch, parce qu'ils ont des couleurs différentes sur la coque. Ici, c'est un autre chauffeur de taxi dont la journée vient de se terminer et qui vient de rentrer au port. Je vais vous parler maintenant de la nourriture à Malte. Ce n'est pas de la gastronomie, ce n'est pas de la grande cuisine. Mais ils ont quelques plats qui sont faits à partir d'ingrédients locaux et qui valent la peine d'y goûter, je pense bien. Ici, ce sont des anneaux faits à base de miel et de mélasse, qui sont très populaires dans le temps des fêtes, et les gens prennent ça en prenant un bon café. Alors, ils cassent l'anneau, ils le trempent dans le café et ils le mangent comme ça, en buvant leur café. Ça, ce sont des gâteaux farcis, fourrés de pâte d'amande émiettée, qui sont très, très populaires dans le temps de Pâques. Ça s'appelle des figoulas. Ça, ce sont des pains traditionnels maltais qui s'appellent des goffa et qui sont très croustillants à l'extérieur, mais très moelleux à l'intérieur. Et si vous mangez un pain comme ça avec des bonnes tomates, ça peut faire un repas en soi. Ici, oups, excusez. Ça s'appelle la soupe de la veuve. C'est une soupe à base de légumes, genre minestrone, dans laquelle on fait fondre un fromage de brebis ou de chèvre et auquel on ajoute un œuf. Alors, ça fait quelque chose de très, très soutenant. Ça aussi, ça peut faire un repas en soi. Ça s'appelle des fadidi farcis à la ricotta. Au fromage ricotta, ce sont des pâtisseries frites au fromage de ricotta qu'on peut manger à n'importe quel moment de la journée quand on a une petite faim. Je vais vous parler également, je n'ai pas de photo pour ça, par exemple, de la culture du vin à Malte. Les premiers qui ont planté des vignes à Malte sont les Phéniciens, ces mêmes vignobles-là ont été repris ensuite par les Grecs et les Romains, qui étaient aussi friands de bon vin. Sauf que quand les Arabes sont arrivés, les Arabes ne boivent pas d'alcool, alors ils ont laissé les vignobles dépérir. Et les vignobles ont été repris ensuite quand les Normands sont arrivés, et aussi par les chevaliers. Les chevaliers, le fait qu'ils étaient formés de gens qui venaient de différentes contrées en Europe, ils avaient tous des techniques pour cultiver la vigne un peu différentes. Alors, ils ont mis tout leur savoir ensemble et ils ont fait prospérer les vignobles à Malte. Quand les Britanniques sont arrivés en 1800 à Malte, ils ont arraché toutes les plants de vigne pour planter à la place du coton. Parce qu'on rappelle, au début du 19e siècle, c'était la révolution industrielle en Angleterre et les usines de textiles fonctionnaient à plein.
et ça prenait des matières premières comme le coton pour alimenter les usines qui étaient en Angleterre. Mais depuis que Malte a recouvré son indépendance en 1964, là, les Maltais se sont mis à replanter de la vigne. Là, ils plantent des cépages comme qu'on connaît bien, comme le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, et ils commencent à faire des vins qui sont à peu près potables. Quoique, ça ne suffit pas à combler la demande locale, de sorte que, bon an, mal an, semble-t-il, ils importent à Malte 1 million de caisses par année de vins français, italiens, espagnols, chiliens, etc., comme nous. Alors voilà, c'était la conférence sur Malte. Voulez-vous que je vous dise 2 mots de la prochaine conférence? OK. Ça va être sur la Nouvelle-Orléans. Je l'ai surnommée la Créole, la ville de la Nouvelle-Orléans, la Créole. Moi, ça m'a pris 3 voyages en Louisiane avant de m'apercevoir que le fait français là-bas, c'était pas juste les descendants des Acadiens, mais qu'il y a aussi une population créole qui est là depuis les tout débuts, qui parle moins français maintenant que les descendants des Acadiens, mais quand même. Je vais raconter rapidement l'histoire, c'est que lors de la déportation des Acadiens en 1755, il y a 3000 Acadiens qui se sont déportés, qui se sont retrouvés en Louisiane. Quand ils sont arrivés en Louisiane, il y avait déjà 9000 Français qui étaient là, à la Nouvelle-Orléans. Il y avait des Français, mais il y avait aussi des esclaves. Hein? Ces Français-là avaient des esclaves africains qui travaillaient dans la plantation de coton et de canne à sucre. Bon. Alors, les Acadiens qui sont allés s'installer là-bas étaient, quand ils étaient en Acadie, ils étaient des agriculteurs et des pêcheurs. Alors, ils sont allés s'installer en campagne, sur le bord de la mer, ils sont allés s'installer à Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'était les Français et leurs esclaves dans la plantation, comme j'ai dit. Et en 1804, quand Haïti a déclaré son indépendance, il y a 9000 personnes qui ont quitté Haïti, qui sont allées s'établir à Nouvelle-Orléans. Là-dessus, il y avait 3000 Français et il y avait 3000 de leurs esclaves avec eux. Et il y avait 3000 gens de couleur affranchis, c'est-à-dire qu'ils avaient recouvert leur liberté. Alors, il y a 9000 personnes qui sont allées s'ajouter à la population déjà existante de la Nouvelle-Orléans. Alors, ce sont ces gens-là qui sont devenus des créoles. Aujourd'hui, il y a les 2 tiers de la population de la Nouvelle-Orléans qui sont des gens de couleur. Alors que dans le reste de l'État de la Louisiane, il y a 1 citoyen sur 3 qui est un citoyen de couleur. Mais à Nouvelle-Orléans, c'est particulièrement concentré. C'est peut-être pour ça qu'il explique l'espèce de joie de vivre qu'on voit à la Nouvelle-Orléans. On voit énormément de musique, là, entre autres, évidemment, le jazz, qui est le berceau que Nouvelle-Orléans est le berceau du jazz. Et souvent, au coin de rue, on voit des petites bandes comme ça. Il y a des musiciens improvisés, d'une certaine façon, qui s'installent au coin d'une rue, qui ne bloquent pas la circulation, de façon à ce que personne n'en fait de cas, et là, qui se mettent à jouer. Et les touristes, regardez comme ici autour, là, qui sont attroupés autour d'eux autres. Et à la fin de leur numéro, ils passent le chapeau. Et les gens sont très heureux. Ça donne une ambiance et un caractère à la ville de la Nouvelle-Orléans. Alors, si vous voulez en savoir plus long sur la Nouvelle-Orléans et également sur le fait français en Louisiane, je vous invite à venir le 29 novembre.